bienvenue sur La Locale pour À chaud, l'émission qui traite de l'actualité à chaud. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulièrement chaud qui est le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Quand on a pu voir à l'époque à la télévision et partout 1 million de personnes se faire massacrer de la plus horrible façon. Et a-t-on compris avec le temps, depuis 20 ans qu'on enquête là-dessus et qu'un certain nombre de nos invités ici présents ont eu l'occasion de le faire, eh bien avec l'aide et même la participation de l'armée française. Le problème est assez brûlant depuis 20 ans pour que finalement, loin de s'enfoncer dans l'oubli, il ressurgisse régulièrement. Et à chaque commémoration, on voit de plus en plus dramatique millions de personnes se faire massacrer de la plus horrible façon. Et a-t-on compris avec le temps, depuis 20 ans qu'on enquête là-dessus et qu'un certain nombre de nos invités ici présents ont eu l'occasion de le faire, eh bien avec l'aide et même la participation de l'armée française. Le problème est assez brûlant depuis 20 ans pour que finalement, loin de s'enfoncer dans l'oubli, il ressurgisse régulièrement. Et à chaque commémoration, on voit de plus en plus dramatisé. Il faut dire que celle du 20e anniversaire, un chiffre qui incitait à ceci, mais on avait déjà vu le 10e anniversaire faire monter la tension beaucoup. On a déjà vu l'année dernière la tension monter de nouveau, tous les ans quasiment. Et cette année, il s'est produit un événement un peu particulier quand le président du Rwanda, Paul Kagame, à la veille des commémorations, a donné des interviews dans Jeune Afrique, non, je ne sais plus, ouais. Et donné quelques interviews dans lesquelles il disait quoi? Il disait l'armée française a, y compris, participé directement au génocide des Tutsis. Et disait-il, et quant à ça, si vous voulez en savoir plus, demandez aux rescapés de Bicécéro, par exemple. Et il se trouve que le cas de Bicécéro est un cas un peu particulier, beaucoup étudié par Serge Farnel, ici présent. Exact. Voilà. Et dont auteur de ce livre qui porte le titre. Alors Bicécéro, c'était quoi? C'était. Alors Bicécéro, c'est déjà une région de l'ouest rwandais, fait de montagnes, qui a constitué, particulièrement à partir en fait du tout début du génocide, la poche principale de résistance, une poche de résistance civile au génocide, et certainement la plus grande résistance qui a été faite contre les génocidaires. Vous l'avez appelé carrément, je vois, le ghetto de Varsovie rwandais. Oui, parce que les Tutsis étaient à peu près 50 à 60 000 réunis à cet endroit à s'organiser pour contrer justement le génocide perpétré à leur encontre. Et il se trouve que lorsque les Juifs du ghetto de Varsovie se sont insurgés pour ne plus se laisser convoyés dans les trains vers les camps d'extermination, ils étaient dans le ghetto à peu près ce nombre. Et c'est quelque part... D'abord, ce n'est pas finalement moi qui ai inventé cette expression-là, elle existait déjà depuis longtemps. Et comment dire, je considère un hommage aux deux résistances. Oui. Et donc là, on a eu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines en tout cas, résistance de gens à main nue, a priori, des paysans qui s'étaient réfugiés là, contre des miliciens, des paysans aussi, mais armés et organisés en vue de l'extermination, encadrés par des militaires. Et alors, on a eu, y compris, vous avez eu, si j'ai bien compris, la surprise de, en interrogeant ces rescapés, découvrir qu'ils évoquaient la présence de soldats blancs, français, qui auraient été là pour le grand massacre des 13 et 14 mai. Et Bruno Moliguet, ici présent, si je vois bien le titre de deuxième ouvrage à ma gauche, là, vendredi 13 à Bicécéro, c'est précisément sur ce moment-là que vous avez focalisé pour savoir ce qu'il en était. C'est ça, en fait, vendredi 13 à Bicécéro, c'est centré autour de ce fameux vendredi 13 mai. En fait, c'est un massacre qui a duré 3 jours, donc du 13 au 15 mai. Et donc, c'est l'un ou sinon le plus grand massacre du génocide, puisqu'il concerne... il y a eu 40 000 morts dans ce massacre.
Et je me suis concentré sur justement le questionnement de qui étaient en fait ces blancs en tenue militaire francophones. Donc je redécris l'histoire, mais centré vraiment sur ces militaires blancs francophones. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est qui sont Et on arrive à une réponse quand on enquête? Alors, il n'y a pas de réponse, comment dire, voilà, de but en blanc comme ça. Il y a des hypothèses, il y a des hypothèses fortes, comment dire, des suspects potentiels. On va pouvoir développer tout ça, je pense, au cours de l'émission. Mais effectivement, l'enquête, j'ai fait à la fois une enquête de terrain et une investigation sur source, c'est-à-dire, voilà, essayer de comprendre par rapport au contexte du génocide au Rwanda, donc entre la fin de l'évacuation des Occidentaux, c'est-à-dire qui prend fin donc le 14 avril, et avant l'opération humanitaire, militaro-humanitaire turquoise qui se déroule le 22 juin, à la fin du génocide. Entre ces deux dates, le génocide bat son plein, et on a un certain nombre d'éléments, depuis 20 ans que les journalistes, les ONG, même les parlementaires enquêtent sur ce génocide. Il y a différentes bribes qu'on a et que j'ai rassemblées en fait pour essayer de faire quelque chose un ensemble cohérent et qui nous mène à des pistes effectivement sur les éventuels auteurs de ce disons des gens qui ont participé activement à ce massacre parmi les militaires rwandais et les miliciens rwandais. Sans vouloir faire durer le suspense, donc il y a cette affirmation terrible des soldats blancs, français, désignés comme français, auraient participé, encadré en quelque sorte, si je comprends bien ce que j'ai survolé en survolant vos ouvrages, encadrer ce grand massacre qui est un des plus grands massacres du génocide des Tutsis. Près de 50 000 morts, c'est probablement peut-être plus de 50 000 morts, on ne sait pas. Il y avait 50 à 70 000 personnes là. À la fin, il va en rester quelques milliers. Donc, ont participé à ça des soldats dits blancs, dits français. Vous arrivez à la conclusion que c'est plausible dans le contexte général de l'intervention française au Rwanda? Alors, moi, je dirais que c'est plus que plausible, parce que au-delà des témoignages qu'on a recueillis sur le terrain à Bicécéro et dans la préfecture de Kibuye, donc Serge et moi, en tout, on a 80 témoins de cette participation au processus génocidaire, donc dans la préfecture de Kibuye. Et puis, il y a, quand on regarde justement les études qui ont été faites depuis 20 ans, on arrive à plus d'une cinquantaine de témoins ou de documents qui attestent de la présence de militaires français au Rwanda, donc en plein génocide. Faut-il peut-être rappeler que ça n'est pas forcément la version la plus répandue sur cet épisode, puisque en général, quand on dénonce l'intervention française au Rwanda, je voyais récemment sur Internet, j'allais dire une chaîne concurrente, un exposé des responsabilités françaises et qui ne prenait pas en compte cette dimension participation directe qu'on peut affirmer du fait de l'ensemble de ces témoignages recueillis. J'ai envie d'ajouter une chose par rapport à ce que vous dites, c'est que, pour ce qui me concerne tout au moins, évidemment, la participation directe apparaît comme étant la chose la plus grave. Et en soi, comment ne pas considérer que c'est la chose la plus grave? On parle bien, ensuite on identifiera, et je pense que c'est surtout Bruno qui a travaillé sur l'identification de ces hommes blancs francophones, désignés comme français par nombre de témoins. La question, c'est que, oui, ils ont participé directement. Pour répondre à votre question, c'est plus que plausible. Le nombre de témoins qu'on a, la concordance des différents témoins, de l'indépendance des témoins, on pourra en parler et le développer, fait qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Maintenant, la question, c'est que, j'ai envie de dire, au risque de choquer les téléspectateurs, c'était déjà totalement grave.
avant cela. À savoir qu'à partir du moment où il y avait eu une organisation, l'organisation du génocide par la fourniture d'armes, par l'encadrement des milices et leur formation dans le but de faire un génocide, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé à Bicécéro dont on va parler, donc la participation directe, on parle bien de ça, l'arme lourde de soldats blancs français, c'est quelque chose qui ne s'est fait que parce que dans le système justement qui était prévu, dans ce qui était planifié, la machine s'est un peu grippée. C'est-à-dire qu'il y a eu la nécessité à un moment pour ces soldats de mettre la main à la pâte, excusez-moi l'expression, parce que les miliciens eux-mêmes qu'ils avaient formés n'osaient plus attaquer et massacrer seuls les Bacécéros, puisqu'on les appelle comme ça, ce sont les habitants de Bicécéro. Qui arrivaient à se défendre. Puisqu'ils arrivaient à se défendre, puisqu'ils avaient développé une stratégie pour contrer justement les génocidaires, quand bien même les génocidaires avaient des armes à feu. C'est la stratégie du mélange, notamment parmi les différentes stratégies qui leur permettaient, en se mélangeant à ces génocidaires, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus utiliser leurs grenades au risque de tuer les leurs. Et donc, finalement, les génocidaires n'osaient plus aller les attaquer parce qu'ils étaient peut-être d'accord pour massacrer des gens, mais pas au risque de leur propre vie. Et c'est là qu'on a fait appel à ceux qui étaient censés avoir préparé le génocide tout en le laissant tourner en roue libre. Et là, ce n'était plus le cas. Mais j'ai envie de dire, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus grave, mais la préparation de ce qui aurait dû normalement tourner tout seul était déjà suffisamment grave. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais, justement, sur la résistance qui fonctionnait. Hein. Donc, c'était très dur pour les gens de Bicécéro et les gens qui s'étaient réfugiés à Bicécéro. Donc, c'était quand même très, très dur, ce mois d'avril 94. Mais, effectivement, il y avait des victoires qui étaient, on va dire, outrageantes pour le gouvernement génocidaire. Évidemment, Bicécéro était sur toutes les lèvres au niveau des commanditaires du génocide, des hauts responsables, que ce soit gouvernement ou militaire. Et effectivement, comme ces gens étaient perchés sur de très très hautes collines, ils étaient donc inatteignables par rapport avec des petites armes à feu, etc. Donc il a fallu effectivement engager une opération militaire. Une opération militaire qui consistait en fait par rapport à la distance entre les sommets de ces très hautes collines et puis les routes où on peut installer du matériel militaire, il fallait forcément, effectivement, avoir un matériel militaire de guerre, c'est-à-dire vraiment des armes qui ont une portée de plusieurs kilomètres pour pouvoir atteindre ces sommets qui étaient au départ inatteignables. Et alors, cette opération militaire, c'est une opération militaire d'artillerie. Hein, donc, ce sont selon les témoins qu'on a interrogés, des canons de 105. Donc, c'est des canons très, 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 très longs qui permettent effectivement d'aller très, très loin. Ce sont des bombardements donc, au mortier ou à la mitrailleuse automatique sur trépied. On est sur des armes vraiment de guerre. Et effectivement, du 13 au 15 mai, ça a fonctionné. C'est-à-dire que les femmes, les enfants, les vieillards, le bétail, tout ce qui était réuni en haut des sommets a été directement atteint par les bombardements. Et alors, justement, et là on arrive à, justement, comme je disais, à un moment donné, on s'imagine que ces militaires français qui aident le gouvernement dans la guerre contre le FPR, on a des témoignages sur le fait que des artilleurs français sont restés sur place pendant le génocide. Ces artilleurs chevronnés pouvaient réparer les canons en cas de défaillance, étaient des instructeurs. On a le cas justement d'un instructeur militaire français dont on dit qu'il est resté donc un de ses élèves dit qu'il est resté jusqu'au 22 mai. Et cette personne-là, effectivement, est un instructeur et quelqu'un qui avait une expérience, conséquente dans l'artillerie de guerre. Récemment, on voyait le cas de quelqu'un d'autre que j'aimerais évoquer là, c'est Thierry Jouan qui a publié un roman, je crois, il y a 1 an maintenant, et qui était colonel de la DGSE, si je comprends bien, puisque au service action de la DGSE, parachutiste. Service action de la DGSE, c'est grosso modo les guerriers d'élite les plus pointus, hein, et le colonel Jouan était très réputé pour être... Il aurait dû diriger d'ailleurs le service action. Finalement, il y a eu un moment un conflit, c'est pas lui qui l'a dirigé, mais c'était tout comme. Et on apprend à travers ce roman qu'il a publié l'année dernière qu'en mai 94, pendant le génocide, il aurait été au Rwanda, ce qui est tout à fait contraire à la version officielle, comme quoi il n'y aurait eu aucun soldat français à ce moment-là.
Et le colonel Jouan, un des plus médaillés de l'armée française, un des responsables du service le plus pointu, certainement, se retrouvait là, d'après ses dires, comme logisticien pour le compte d'une ONG, Pharmaciens sans frontières, paraît-il. Et alors, il y a cette image comme ça d'un colonel extrêmement pointu, le plus grand technicien militaire qu'on puisse imaginer. Je ne sais pas pourquoi je l'imagine mal, logisticien de Pharmaciens sans frontières, en train de ranger les médicaments au fond du bureau de Pharmaciens sans frontières. Et j'imagine que s'il était au Rwanda à ce moment-là, c'est éventuellement pour d'autres raisons. Il y a d'autres indications qu'on a eues à travers les âges. Le général Dallaire, à une époque, avait dit qu'il y avait eu des soldats, des Français tout le long, en particulier à l'état-major et dans la garde présidentielle. Et il y a eu de multiples témoignages. Là, on n'aurait pas le temps de tous les citer, mais effectivement, il y a un nombre, justement, c'est ce que j'ai rassemblé dans le dernier tiers de mon livre, toutes ces indications. Donc le général Dallaire qui voit de temps en temps, bien souvent, donc des militaires français se balader, d'autres, des enquêtes de la FIDH et de Human Rights Watch qui ont parlé dans leurs ouvrages de militaires français en hélicoptère, etc. Enfin bref, je crois qu'il y en a tellement que on n'aurait pas le temps de tous les citer, mais il y a au moins une cinquantaine de témoins qui ont vu à un moment donné, alors ça peut être à Boutaré, dans des combats donc entre les deux armées, ça peut être... c'est vraiment, comment dire, quand on fait cette compilation, je peux vous dire qu'il y a quand même... le rôle des Français était quand même écrasant dans cette histoire. Personne n'a vu des mercenaires belges ou de ces autres pays. Il n'y en a jamais eu d'aucune indication, en fait, depuis 20 ans que de nombreux ouvrages ont parlé du génocide. Et par contre, au niveau de la présence des Français, c'est écrasant. Enfin, je veux dire, c'est... Kiflé Sélassié, ça vous évoque quoi, tout ça? Vous qui êtes un vieux sage, je vais dire, et expert en choses africaines depuis longtemps, cet engagement français directement jusqu'au cœur du génocide des Tutsis, ça vous semble banal, choquant, terrible? C'est quoi votre réaction? Moi, je n'ai pas apporté de jugement, mais je sais jauger les faits qu'on me rapporte. En vous écoutant, en vous ayant écouté il y a une dizaine de jours, l'auteur de ces 3 livres, vous avez d'abord avancé des thèses qui ont apporté une part de lumière dans un dossier que je pensais connaître, mais en vous écoutant, j'ai surtout mesuré combien peu je connaissais. Pour un téléspectateur moyen comme moi, pour un public moyen comme moi, quand vous dites Bicécéro, c'est d'abord un lieu, un moment précis, tel que vous l'avez décrit, du 13 mai au 15 mai à peu près, mais vous-même, puisque vous aussi vous êtes un auteur d'un livre, vous avez fait mention de Dallaire. Dallaire était le commandant quand même des forces des Nations Unies qui était sur place au début du génocide en avril. Mon propos, c'est la lecture de vos journaux apporte pour le public français quelque chose qui est absolument nouveau, par la rigueur, par l'effort que vous faites pour vous concentrer sur le témoignage, y compris vous en partant du rapport Trévidic, de l'enquête Trévidic, contrairement à ce que jusqu'ici, ce que nous avons entendu, c'était le rapport, la version Brugière, vous apportez ce que Césaire appelle une élucidation à l'ombre qui pèse encore sur le Rwanda et le génocide. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que la communauté internationale et les Nations Unies aussi, dès le début, s'en sont facilement lavé les mains. Et donc, la part de la France dans cette affaire, vous êtes des Français, l'approfondissement à laquelle vos livres nous invitent, on le mérite de nous apporter, de m'apporter à moi, un éclairage en profondeur rigoureux, nouveau. Et si vous permettez, je vous posais la question un peu pour mettre ça en perspective dans la succession de ce qu'on peut appeler les crimes coloniaux. Est-ce que le niveau de violence, de barbarie, on pourrait dire, qu'on constate là dans les récits qui viennent de nous être faits, est quelque chose de
totalement inouïe, ou est-ce qu'au contraire, là, quand on regarde l'histoire coloniale, on a l'impression d'une répétition, ou bien au contraire, ça serait ou bien troisième possibilité, ce serait le comble de l'histoire coloniale? Justement, s'agissant du Rwanda, ce n'était pas une colonie française, mais seulement il y avait des accords entre la France et le gouvernement essentiellement Hutu du Rwanda. Ça remonte dans les années 70. Bon. Mais au moment du génocide, et quand j'ai dit au moment du génocide, disons à peu près à partir de 1990, il y avait un effort, c'est là aussi, il faut être conscient et le dire, une tentative de rapprochement pour essayer d'apporter une solution, c'est les accords d'Arusha, négociés au conflit qui était en train d'être visible, pour qui sait prévoir un peu ces événements. Je pense qu'on n'a pas suffisamment évoqué, à d'autres occasions on a pu le faire, le rôle des Nations Unies, et même au début du génocide. Bicécéro est le moment précis, et c'est pour ça que j'aime bien la formulation de Serge quand il parle du ghetto de Varsovie. C'est un moment de résistance des victimes, des Tutsis, qui, contrairement aux idées reçues, ne se sont pas laissés massacrer comme ça. Ils ont résisté. Et cette résistance a été brisée, et c'est sur ces points-là que vos livres apportent des témoignages qui étaient jusqu'ici inaccessibles. Et ma conviction, c'est que les responsables politiques et parlementaires qui procèdent à des auditions, à des enquêtes, doivent écouter des personnes qui ont pris la peine. Vous-même, d'après ce que j'ai compris, vous êtes allé 4 fois. Vous avez recueilli 80 témoignages. Serge a dû... 50 témoignages, nouveaux témoignages. Et Serge a commencé cette enquête avec 30 témoignages. Et puis, une réflexion de remise en cause en perspective a commencé il y a plus de 2 ans par la publication de votre livre. Je pense que les responsables politiques ont intérêt à écouter des personnes qui amènent un travail rigoureux, c'est ça qui m'a plu aussi dans vos livres, dans votre manière de parler. Vous ne parlez pas avec la cécité des convaincus d'avance. Vous n'aimez pas, vous avez évité de dire, bon, voilà les faits, à vous de vous faire votre jugement. Vous n'avez pas dit c'est ça. Et donc, je ne veux pas, moi, pointer du doigt quelque chose que vous n'avez pas pointé. Non, que les lecteurs eux-mêmes et les décideurs se fassent une idée, mais par rapport à des faits précis que vous décrivez. Je ne voudrais pas faire un petit correctif, mais je crois savoir que, en tout cas pour ce qui me concerne, ça fait pas 2, mais plutôt 20 ans que je me consacre à la chose. Et un certain nombre d'entre nous, ça fait un moment aussi. Et depuis 20 ans, effectivement, il y a eu cette particularité de la critique de la politique française au Rwanda, qui est qu'elle s'est tout le temps appuyée sur l'observation la plus rigoureuse des faits. La chose dénoncée est si monstrueuse que c'est bien la seule façon de le faire, que de faire très attention à ce qu'on dit et de bien rassembler les informations qui permettent de le dire. Depuis 20 ans, on est confronté à négation, indifférence, scepticisme, ignorance, désintérêt. Et on arrive finalement quand même 20 ans après à constater ce que je disais à un moment au début, que il y a évolution. Finalement, cette chose qu'on pourrait dire qu'elle s'estomperait avec le temps, pas du tout. Au contraire, plus le temps passe et plus c'est un sujet d'actualité. Et cette question de la participation directe qu'on évoquait à titre exploratoire il y a une dizaine d'années est aujourd'hui au centre des débats, ainsi qu'on a pu le constater dans les débats entre le gouvernement entre les autorités françaises et les autorités rwandaises ces dernières semaines. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à l'évolution de la polémique depuis peut-être 94. On est vraiment, à mon sens, c'est vraiment un environnement polémique qui évolue, et on assiste, là je reprends des termes évolutionnistes volontairement, on assiste à une mutation quelque part des arguments pour justement s'adapter, je reprends encore ces termes évolutionnistes, s'adapter à un environnement qui change. On était au tout début dans la négation, au sens vraiment étymologique du terme, de l'existence du génocide, puisque le projet génocidaire intégrait le fait qu'on cache le plan génocidaire derrière l'écran de fumée de la lutte interethnique, alors que c'était donc clairement un génocide. Et petit à petit, lorsqu'il est devenu indéniable
que c'était un génocide. C'est comment dire, la négation est devenue, bon, ce que je me plais à appeler un néonégationnisme, pour pas l'appeler négationnisme, mais pour pas ensuite être taxé de ne pas comprendre certaines choses. Non, non, c'est un néonégationnisme, une nouvelle forme de négationnisme qui consiste à affubler, comment dire, à sortir le terme de génocide de certains adjectifs qui tentent à amoindrir l'accusation. On a parlé notamment d'un double génocide, donc en incluant d'un génocide imaginaire pour essayer de créer un effet de miroir. On a créé d'un génocide, donc on emploie toujours le terme génocide, c'est toujours très malin, justement pour dire on ne nie pas le génocide, mais on parle d'un génocide non planifié, pour dire, et c'était l'expression d'Hubert Védrine, de dire que oui, il y a eu une réaction, une colère populaire spontanée des Hutus après l'attentat, qui s'est petit à petit transformée en un génocide. Donc, vous voyez, juste pour faire un peu pédagogie, là à l'instant, on dit massacre interethnique ou génocide. Vous disiez à l'instant, c'était clairement pas de lutte interethnique qu'il s'agissait, mais bien de génocide. C'est quoi la différence techniquement? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment caractérise-t-on? C'est une partie donc, de la population rwandaise qui était étiquetée Tutsi, qui a été, dont le but de tout ça, c'était exterminer cette minorité. Donc 1 million de personnes on dit souvent en 100 jours, mais en fait, quand on regarde bien, les grands massacres de masse se sont déroulés en une dizaine de jours. Donc voilà, c'est un génocide qui a été foudroyant. Et effectivement, le génocide, quand on pose la question à des rescapés, ils vous disent, voilà, j'ai perdu 200 membres de ma famille. C'est ça un génocide. Et ces gens-là, ces rescapés, sont seuls au monde. Ou alors il reste des fois une cousine ou une sœur. Et on le voit quand on interroge les rescapés, on voit très très bien que ce génocide, visait la population Tutsi. Donc clairement, et quand on parle en fait de cette expression-là, les Hutus modérés, pendant le génocide, c'est surtout en fait, il y a des gens qui s'opposaient, donc des Hutus qui s'opposaient à l'extermination. C'est un nombre quand même assez, c'est pas très élevé. Et surtout, ce sont des groupes de Hutus démocrates qui, pour pouvoir faire le génocide, il fallait faire place nette et effectivement éradiquer l'opposition au gouvernement à l'époque, l'opposition Hutu. C'est-à-dire les extrémistes Hutus ont éradiqué l'opposition démocratique Hutu pendant les premiers jours, dès le 7 avril. D'ailleurs, ça a duré 2-3 jours, surtout. Quoi. Et si vous permettez, je trouve que c'est une bonne occasion pour, en tout cas pour ce qui me concerne, dire à quel point j'aimerais qu'on cesse, et ça c'est très personnel, l'expression génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Ça c'est mon point de vue, en savoir que bien sûr qu'il ne faut pas oublier le massacre des Hutus modérés, une expression que j'aime pas du tout d'ailleurs. Il ne faut pas les oublier, mais leur massacre a été nécessaire dans le cadre du génocide perpétré à l'encontre des Tutsis. C'était la condition. Et je pense que même ne serait pas très heureux qu'on puisse, entre guillemets, les utiliser pour noyer et un peu dissoudre, j'ai envie de dire, l'exclusivité, enfin les génocides à l'encontre des Tutsis dans cette formulation. Je me permets juste, puisque tu parles de cette expression Hutu modéré, une expression simplement détestable, voilà, qui consisterait à dire que l'essence Hutu serait génocidaire et que certains seraient un peu moins imprégnés de cette essence génocidaire et seraient donc modérés dans leur être. C'est franchement une expression typique du langage génocidaire, créée par l'imaginaire génocidaire, et qui ne voit le monde que comme ça, évidemment, et qui correspond à très peu, sinon à une tentative de confondre les choses. Je pense que la définition du génocide, c'est l'extermination d'un peuple, d'une ethnie, parce que Tutsi. À partir de ce moment-là, ajouter les autres les Hutus, modérés, etc., ça noie le problème. Exactement. La caractéristique du génocide, par exemple, quand on parle du génocide de la Shoah,
Personne n'a dit qu'il y a eu des Schindler. Personne n'a dit qu'il y a eu des justes qui ont essayé de les protéger. Mais les Allemands qui ont été assassinés voilà, en s'opposant à ce génocide. voilà. Fondamentalement, c'est ce que cela veut dire. La première fois que le terme a été employé, c'est en 1936 par l'empereur Haïlé Sélassié, quand plus d'1 million d'Éthiopiens ont été gazés par Mussolini. Je dirais pas, ou l'Italie fasciste, mais je ne dirais pas les Italiens. Mais ils ont été exterminés parce qu'Éthiopiens. Et donc, à chaque fois qu'on parle de génocide, c'est l'extermination d'un groupe humain parce qu'il est ce groupe, parce qu'il a ses gènes. Et donc, c'est bien de ne pas tourner autour du problème. Je sais parfaitement que votre engagement depuis plus de 20 ans, beaucoup d'entre nous avons cet engagement quand on est africain à l'égard de ce génocide. Parce que dès le début, c'est le terme que la plupart des Africains ont utilisé pour parler le phénomène qui s'est produit, l'horrible phénomène qui s'est produit au Rwanda. C'est déjà un pas en avant. Mais faut-il rappeler combien de discussions il a fallu aux Nations Unies pour faire accepter le thème de génocide? Ça, c'est apporté aussi. Moi, je veux élargir l'interrogation. Les Nations Unies sont également interpellées par le fait que, même pour l'utilisation du nom, et moi j'ai eu la chance de débattre avec M. Boutros-Ghali, certes il n'était plus secrétaire général, mais ça remonte à plus d'une dizaine d'années, le rôle des Nations Unies aussi ne doit pas être sous-estimé. Oui, on sait très bien, c'est pas tout seul. on sait très bien que les Nations Unies, le Conseil de sécurité a ordonné de retirer 80%, 90% du corps expéditionnaire de l'ONU, de la MINUAR, comme ça s'appelait, les forces de maintien de la paix. Et que cette MINUAR était en plus avec des instructions précises pour surtout ne rien faire dans le sens d'un réel maintien de la paix efficace, qu'on a vu des soldats de cette MINUAR casque bleu des Belges se faire littéralement égorger par des miliciens quand ils protégeaient la Premier ministre Agathe Uwilingiyimana. Et c'est sûr qu'on a vu l'ONU se comporter de façon tout à fait déplorable et lamentable, comme en général, dans la plupart des cas. On avait simultanément à l'époque une situation où c'était beaucoup plus vu et bruyant qu'en Bosnie, les forces de l'ONU étaient présentes et les milices serbes purifiées ethniquement, comme ils appelaient ça là-bas. Je voudrais rappeler à ce sujet, je voudrais surtout qu'on n'oublie pas le fait que l'ONU Manhattan avait été informée en janvier 1994 du plan génocidaire par le Conseil de sécurité, oui. Voilà, par le chef donc de la militaire de la MINUAR, ainsi par Luc Marshall, à l'occasion d'un fax qui avait été envoyé à sa hiérarchie directe, et qu'il s'agissait d'un informateur haut placé dans la milice Interamwe, donc milice Interamwe, c'est-à-dire la milice génocidaire, il avait rencontré justement Dallaire et Luc Marshall pour leur montrer même des caches d'armes, les caches d'armes du génocide. Elles ont été visitées par Luc Marshall. Il leur a demandé de protéger sa famille, de leur accorder un visa pour pouvoir justement l'informateur, pour pouvoir justement être protégé, et en échange de cela, il leur montrerait toutes les caches d'armes. Ils avaient le plan. Et Dallaire n'attendait plus que la décision naturelle de Manhattan, du Conseil de sécurité, enfin de l'ONU, pour démanteler les caches d'armes, tout logiquement. Or, celle-là lui a été refusée. C'est tellement énorme que c'est à peine croyable. Ni même la protection pour l'informateur. Ni même, voilà, exactement. Alors, il se trouve qu'à l'occasion, en 2008, à l'occasion du procès de SOS Racisme contre Pierre Péan, Luc Marshall, qui était le chef, je ne vais pas dire de bêtises, des soldats belges de la MINUAR, en espérant pas trop me tromper sur sa nomination, c'est ça, a été interrogé par un des avocats sur cette question-là. Il l'a confirmé publiquement devant la formation des magistrats, ce que je suis en train de vous dire. Donc non seulement c'est su depuis un certain temps, puis ça a été confirmé en 2008. Donc c'est quelque chose d'absolument gravissime. C'est gravissime. L'abandon par l'ONU, c'est une chose, et c'est très important de le souligner et de le dénoncer aussi, mais le sujet qu'on a exploré pendant l'essentiel de cette émission, c'est plus qu'un simple abandon, au contraire, participation active, directe au crime
de la part d'étrangers aussi, en l'occurrence de soldats français qui s'inséraient dans un dispositif diplomatique, militaire, politique depuis au moins 1990. Et on a là un objet singulièrement plus grave que simplement l'abandon, quand on imagine qu'une armée comme l'armée française de la gentille République française puisse se livrer au stade où vous le décrivez, au massacre physique donc aux résistants sans armes, femmes, enfants, vieillards. Alors, justement, je voudrais apporter justement quelques réflexions à ce sujet. On se dit, oui, quel est l'intérêt de participer à ce massacre de Bicécéro, dans le sens où, en fait, j'essaye, je fais un peu des conjectures, mais ces 50 000 personnes étaient en grande souffrance, étaient en résistance. Tiens, on entend quelques-uns à l'instant qui vont intervenir, là, les mémorials de Guy Sozy. Donc, et quelque part, le 13 mai, c'est un peu aussi, c'est une période charnière où en fait les grands massacres du génocide ont tous eu lieu, sauf celui-là. En même temps, l'aéroport est en passe d'être pris. Et dans ce génocide et concomitamment cette guerre civile entre le FPR et les FAR, les forces armées rwandaises à l'époque, donc des forces génocidaires, ce conflit-là, et donc le FPR est en train de le gagner, l'aéroport est sur le point de tomber, il va tomber 10 jours plus tard. On est sur, donc, voilà, c'est la débandade qui s'annonce. Et à Bicécéro sont liquidés. Et à Bicécéro sont liquidés les résistants, les 40 000 morts. Hein. Ou plus. Alors, pourquoi justement, donc, y a si dans l'hypothèse, effectivement, ce sont des services, enfin, des forces spéciales françaises ou des gens liés à la France-Afrique qui auraient participé à ce massacre, on a un personnage qui s'appelle Paul Baril, qui est un ancien gendarme de l'Élysée, qui est présent donc pendant le génocide, et c'est décrit par plusieurs témoins, et lui-même aussi le dit, j'étais là pendant le génocide. Il parle de la prise de Kigali comme une défaite à la Dien Bien Phu. Et donc, quand Paul Baril dit à la caméra comment il s'appelle, Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann. Oui. Raphaël Glucksmann dit Kigali, c'est comme Dien Bien Phu. On a l'impression vraiment que dans ces groupes extrémistes français, on est dans une deuxième défaite à la Dien Bien Phu, c'est-à-dire Dien Bien Phu 1954 au Vietnam, défaite cuisante de l'armée française qui a précipité la décolonisation. Ensuite, des méthodes, des doctrines militaires françaises ont été préparées à la suite à cette défaite de Dien Bien Phu. Et ces méthodes-là ont été appliquées au Rwanda, donc même bien avant l'arrivée des Français, via les Belges qui avaient suivi l'enseignement des doctrinaires militaires tels Trinquier et Lacheroy. Et en 1994, on est sur un Dien Bien Phu france-africain. Si tu permets que je t'interrompe là, on était à Dien Bien Phu à Kigali, mais on était à Varsovie, à Bicécéro, et c'est là que j'aimerais qu'on reste un instant. Et donc, je ne sais pas si la régie est prête pour envoyer le sujet là, de la télé rwandaise, où on voit apparaître 3 rescapés. Envoyez, qu'on puisse entendre les gens eux-mêmes parler de ce qu'ils ont vécu. Les témoignages des rescapés d'Obicécéro et les écrits qui ont été faits sur les tueries des Tutsis dans cette région confirment le rôle de la France dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Ces témoignages montrent que les soldats français ont participé à cette tragédie conjointement avec les Interahamwe, surtout dans la zone turquoise. Irénée Kimenyi. La région d'Obicécéro se trouve dans l'ancienne préfecture de Kiwouye, là où un grand nombre de Tutsis ont été tués. Les rescapés d'Obicécéro disent que ces exactions meurtrières ont été commises par les Interahamwe en collaboration avec les soldats français. Lorsqu'ils ont vu ces soldats français,
Ils croyaient qu'ils venaient les sauver, mais au contraire, ils étaient parmi ceux qui ont attaqué Bicécelo le 13 mai 1994. Depuis cette date, les rescapés de Bicécelo n'avaient plus confiance à n'importe quel blanc, car ils ont été déçus et exigent que les Français demandent pardon. Là-bas, il y avait un groupe de blancs, de l'autre côté, un groupe de blancs, derrière un groupe de blancs. Ce que nous avons vu ces dates, c'est incroyable. Cette attaque a été précédée par le calme d'une semaine. On pensait que la guerre est achevée, mais on préparait un apocalypse. Cette journée, on a perdu les hommes courageux, les belles filles. Donc cette date est inoubliable, car il y avait une coalition avec les soldats français, car ils ont venu ensemble. Il lançait des roquettes dont on ne savait pas les noms. On avait tout à fait peur lorsqu'ils tombaient. Donc cette date, on imaginait que c'est la fête du monde. On voulait même se jeter dans le lac Kivu, mais on n'avait pas cette occasion. Il n'y a pas une grande différence entre ce que les rescapés disent et celle de l'écrivain français Serge Farnel. Dans son livre intitulé « Bicécelo, le ghetto de Varsovie rwandais », il a comparé ces tueries avec celles commises aux Juifs à Varsovie en Pologne. Dans son livre, Serge Farnel montre l'implication de la France dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Il s'agit de la participation directe et déterminante de soldats blancs, francophones, français pour un certain nombre de témoins clés au massacre de 40 000 civils Tutsis en une seule journée à Bicécelo, le 13 mai 1994. Et ce, donc, dans ces hautes collines de l'ouest rwandais. Yolande Mukagasana a perdu tous ses enfants et son mari pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Dans son livre intitulé « L'ONU chagrin de la négresse », elle a montré l'abandon de la communauté internationale dans le génocide ainsi que le rôle de la France. Les intérêts, mon Dieu. Et pourquoi Mitterrand envoyait les soldats comme ça sans passer par le Parlement, rien du tout? Voilà pourquoi. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, la famille Habyarimana a d'abord été très amie de la famille Mitterrand, on le sait, avec un projet gorille que Jean-Christophe Mitterrand a bouffé avec les extrémistes ici. On connaît beaucoup de choses. Les témoignages et les écrits sur le massacre de Bicécelo indiquent que la date du 13 mai 1994, 40 000 Tutsis ont perdu leur vie alors qu'ils essayaient de résister. Irénée Kimenyi pour la télévision rwandaise. Et donc, on vient de voir cet extrait du journal télévisé rwandais. Là, Serge Farnel, vous y étiez? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un événement très important pour au moins deux raisons. D'abord, c'est la première fois que des Bicécéros, donc des habitants de Bicécéro, s'expriment en public devant des médias, et notamment une caméra de télévision, des circonstances et détaillent les circonstances du massacre du 13 mai 1994, donc 40 000 victimes civiles, on parle bien de femmes, d'enfants, de vieillards et d'hommes, sur les collines de Bicécéro. Et ils évoquent bien la présence de soldats blancs. De soldats blancs, parce qu'en fait, il faut quand même préciser que les rescapés, eux, ne sont en mesure vraiment que de dire qu'ils sont blancs. Hein. Nous avons les informations. Ils ont vu leurs assassins à distance. Oui, et puis même, quand bien même, je veux dire, eux n'ont pas en général l'information de la nationalité. On trouve plus cette information, notamment chez les génocidaires qui travaillaient, entre guillemets, le travail est un verbe horrible. Vous avez interviewé, y compris des bourreaux, pas seulement des rescapés. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est avec tous ces témoins qu'on réussit à approcher. Les qui désignent comme Français, bien sûr, les soldats qui leur ont prêté assistance ce jour-là, en utilisant, comme vous le disiez un peu avant, des armes lourdes, des moyens militaires efficaces. Voilà. Donc là, je vous propose effectivement d'y revenir. Je veux juste terminer sur le deuxième élément qui me paraît vraiment très très important, c'est le symbole. Ces gens-là viennent, au mémorial du génocide de Kigali. Au grand mémorial. Ils ont perdu toute leur famille. Ils ne blaguent pas.
je veux dire, c'est quelque chose essentiel pour eux, c'est toute leur vie. Et pour la première fois, ils viennent donc parler dans ce lieu symbolique et devant les médias. Et ce que nous avons appris sur place, ce que j'ai appris avec tout le monde, c'est que ils nous ont, je te dis Bruno, tu le sais, toi et moi, considérés comme les premiers blancs qu'ils ont fait confiance. Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est ça, nous l'avons appris à ce moment-là. Et nous ne le savions même pas, nous ne comprenions même pas, nous nous interrogions sur pourquoi ils nous le disaient à nous à ce moment-là. Et en fait, il faut bien les comprendre. Ils ont été massacrés par des Blancs. Comment peuvent-ils ensuite être certains qu'un Blanc qui vient les interroger de ses intentions? Bon, donc il faut un moment, ils sont forcément sur leur garde. Quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, on est forcément sur leur garde. J'en ai fini pour ce que je considère être important par rapport à ces éléments. Effectivement, c'est une des questions que pose votre enquête. C'est 20 ans après, finalement, qu'on a tous les résultats de cette enquête. C'est un peu long, 20 ans. Mais on voit bien au détail de ce que vous dites et des interviews que vous avez menées, la difficulté qu'il y a à faire témoigner les rescapés et la difficulté qu'ils ont eux-mêmes à tout dire et la difficulté qu'il y a à reconstituer l'ensemble des choses. Et c'est un travail extrêmement patient que vous avez dû faire là et tel que, peut-on dire, aucune commission d'enquête n'avait travaillé autant que vous avant? C'est vrai que quand on compte les témoins déjà qui parlent de la présence de ces Blancs donc dans la préfecture de Kibouye, que ce soit à Bicécéro même ou dans le chef-lieu de la préfecture qui est Kibouye, bon, ça fait déjà beaucoup, 80. On a interrogé aussi plein d'autres gens. Tout le monde, tous les rescapés n'ont pas vu de Blancs. Il y a des gens qui sont au sommet de la grande colline de Mouillera, ne pouvaient pas voir, c'était trop loin. Il y a des gens qui n'en ont pas vu, tout simplement. Il y a des gens qui en ont entendu parler le soir même. Voilà. C'est-à-dire que certains, donc le soir, tout le monde, les rescapés se réunissaient le soir au sommet des collines. Et ce soir-là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont entendu dire ce jour-là, il y avait des Blancs, et on était perdus, parce que leur aide était déterminante, parce que ce jour-là, on a reçu des balles, des espèces d'armes qu'on n'avait jamais entendues, qu'on n'avait jamais vues de notre vie. Il y a eu des enquêtes, hein, il faut quand même les nommer, parce que je pense notamment à l'enquête d'African Rights, qui est une association londonienne qui a fait une enquête absolument admirable, et je pense que les témoignages qu'elle a recueillis, elle les a recueillis très peu de temps après ça c'est une appréciation personnelle, très peu de temps après le génocide lui-même, et je pense, c'est la spéculation, je pense que c'était si proche, des événements, compte tenu en plus que la France réarmait les génocidaires au Congo et infiltrait dans le cadre du FDLR pour justement reconquérir le Rwanda. Je pense qu'il ne devait pas être très simple de recueillir ce genre de témoignages que nous avons recueillis plus tard, à cette époque-là. Et puis, il y a d'autres... Il y a une grande question qui est posée là et qui est débattue parmi les spécialistes. Donc, vous établissez, les témoignages permettent d'établir, il y avait là des soldats étrangers, blancs, désignés comme français par nombre de témoins, généralement des bourreaux. Là maintenant, la question de savoir quel était leur statut. Soldats, d'accord. Est-ce que ça pouvait être des mercenaires, a-t-on posé comme question? Ça peut effectivement être des mercenaires. Dans la tradition, moi je dirais, de la France-Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le feu orange de l'Élysée, c'est-à-dire on a toutes sortes, depuis les années 60, de toutes sortes de groupes qui sont en marge de l'armée française, des anciens de l'armée, etc. Par exemple, le groupe de Paul Baril, dont on sait pertinemment que le 6 mai, ils sont arrivés à Goma, donc à la frontière rwandaise. Paul Baril a affrété un avion. On a les noms de ces gens, ces six personnes qui sont de membres de son équipe. Et on voit très bien, parmi leur cursus, on voit très bien que ce sont des gens liés aux forces spéciales françaises, qui n'y sont pas forcément au moment même de leur forfait éventuel, mais ces gens-là ont de l'expérience militaire au sein de l'armée française. Et on a l'exemple fameux de Bob Denard, qui était donc... corsaire de la République. Corsaire de la République, voilà. Ces gens-là, mais d'ailleurs comme Paul Baril jusqu'à il n'y a pas très longtemps, se glorifiaient même d'être des défenseurs de la Ve République, enfin
voilà, Et donc vous diriez, si c'est que ce soit des mercenaires ou des soldats, finalement c'est la même chose, c'est normal, les mercenaires sont intégrés dans le dispositif militaire de l'armée ou pas? Ça, moi, je dis clairement oui. Je dis clairement que c'est même c'est pas une fausse question. Je pense que cette question-là, il faut aller au bout, il faut faire l'enquête. Bruno s'y attelle formidablement. Il faut faire l'enquête, il faut aller jusqu'au bout. Moi, ça m'intéresse de savoir exactement le fin mot de l'histoire. Mais ce que je pense, c'est que c'est une question qui ne doit pas aujourd'hui suspendre l'opinion et le jugement de l'opinion à la résolution de cette question-là, puisque de toutes les manières, quand bien même ce seraient effectivement les hommes de Paul Baril, Paul Baril ne fait rien à cet endroit et à ce moment sans l'accord de l'Élysée. On sait ses liens avec François de Grossouvre, etc., etc. Kiflé Sélassié, on approche de la fin. Comme conclusion, vous diriez quoi? Il faut des conclusions politiques peut-être à des révélations aussi graves, non? Mon homme personne, j'avais un conseil d'administration quand j'étais directeur du fonds qui a autorisé la construction du jardin de la mémoire pour commémorer ce génocide en premier lieu. La seconde chose qui me vient à l'esprit, plus je vous écoute, plus je me demande si cette confusion n'est pas née en partie du fait que le contexte de la cohabitation peut-être ne permet pas de clarifier au niveau de l'opinion publique et de ceux qui s'intéressent à cette question, sauf les spécialistes, quelle est la part de ce que cette cohabitation a pu amener. Enfin, j'estime que plus j'entends la part de vérité que vous nous apportez, j'ai écouté attentivement ce que Serge disait. Pour les victimes, il s'agissait des Blancs. Pour les complices qui avaient ces Blancs, ils ont parlé de Français. Donc, est-ce qu'ils étaient les seuls Blancs? C'est pour ça que la détermination des statuts, soi-disant de mercenaires ou d'autres, doit être clarifiée. C'est un processus qu'il faut clarifier. Il faut purger cette affaire parce que, et ce sera mon dernier mot en ce qui me concerne, c'est un génocide qui a impliqué plus ou moins 800 000 à 1 million de personnes. Victime. Nous avons vu que dans le cas de la Bosnie, j'ai également pu me rendre compte sur le terrain ce qu'il en a été. Le maximum de ce que à Srebrenica a pu être avancé comme chiffre, disons, c'est autour de 3 000. Il y a des questions d'échelle aussi qui, en dernière analyse, doivent nous interpeller. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'aille pas, comme on l'a fait pour l'ancienne Yougoslavie, jusqu'au bout de l'enquête. Et moi, je pense que le moment est venu de demander une enquête approfondie sur le plan international pour déterminer la part de ce que les uns et les autres ont pu faire. Parce que la vérité ne peut faire que du bien pour tout le monde. Vous entendez tout à l'heure sur antenne dire commission d'enquête internationale, ça sonnait bien. Un mot de la fin, pouvez-vous dire? Non, mais je crois que, pour rebondir sur ce que disait monsieur, le problème, c'est que ceux qui font les commissions sont souvent ceux qui sont impliqués. Donc, il va falloir organiser quelque chose qui soit à la fois des gens compétents, hein, donc des juristes, etc., bien sûr, mais aussi une part de citoyens qui doivent s'engager, qui doivent se porter sur, vraiment qui doivent s'engager sur cette question. Moi, personne ne m'a mandaté, j'y suis allé parce que voilà, il y a un pôle génocide commencé au Il y a un pôle tribunal génocide, de bien Paris. sûr, bien sûr. Est-ce que vous ne pourriez pas lui apporter vos résultats de vos enquêtes à ce pôle génocide qui bien nous sûr, l'instruction évidemment que comment la dire, justice se fasse les résultats de nos enquêtes sont dans nos livres, donc et effectivement, il faut que la justice, à un moment ou à un autre, s'en empare, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer les enquêtes citoyennes, parce que, mine de rien, le dossier sur Turquoise à Bicécero depuis 2005, alors, il paraît que c'est en train d'avancer un petit peu, mais ça fait quand même bientôt 10 ans que l'affaire a été lancée, donc c'était en février 2005, les plaintes. Je pense qu'il ne faut pas avoir laissé la justice. Vous êtes la preuve vivante de ce que. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut continuer. L'investigation citoyenne peut être indispensable, puisque la mise à jour un événement historique colossal. Et un des principaux crimes de l'histoire coloniale. Ouais. Et évidemment, merci à l'investigation citoyenne. Merci pour être venu aujourd'hui à la locale pour parler de ce sujet difficile. Merci, Charles Farnell. Je n'ai plus votre livre, Bicécero, le ghetto de Varsovie rwandais, et qu'on peut recommander sérieusement. C'est un livre incroyable sur, je dirais, sur aucun drame de cette envergure. Il n'y a cette chose-là qu'une reconstitution, étape par étape, jour par jour, demi-journée par demi-journée, un livre fou.
Merci Bruno Bodiguet pour être venu et pour votre travail vendredi 13 à Bicécero qui fait le point sur cette question terrible de la responsabilité française et des implications juridiques éventuellement que ça pose. Merci à Kiflé Sélassié pour avoir été parmi nous et ce regard de sage sur la durée et sur l'horreur de ce qu'on peut vivre. Et à une prochaine fois, j'espère, sur la locale pour approfondir tout ceci et d'apporter plus d'éclaircissement aux téléspectateurs. Merci, au revoir. Merci à vous.